merci d'être là. Nous commençons à ce que je vais avoir un auditoire fidèle. De plus, nous avons des ajouts à chaque thème. Alors, on est bien content de vous recevoir ici aujourd'hui pour écouter Guylaine Perraudot, qui est psychologue social, professeure de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais et spécialisée en gérontologie sur la question du vieillissement au féminin. On a malheureusement, dans les dernières semaines, vécu un événement tragique. On a peu dit, et je suis certaine qu'il s'agit d'une majorité de femmes âgées d'ailleurs. Ce sont des personnes âgées, mais on sait que statistiquement, ce sont les femmes qui vivent les plus vieilles. Pour ça, ce serait une question avec laquelle tu risques d'aborder. On a eu aussi d'autres événements. Un éditorialiste de la presse l'a relevé dernièrement, il y a quelques semaines, des événements plus honteux, parce que là, nous sommes tous dans le deuil de cet événement à l'île verte, mais les événements plus honteux concernant les personnes âgées étant ceux du débat à Québec au niveau de la nouvelle vocation de l'hôtel Concorde, je pense. Le Concorde, où les commerçants s'opposent à ce que ce soit une résidence soleil, disant que ce serait quelque chose qui nuirait à la communauté du Vieux-Québec. La question des personnes âgées dans cette société qui idéalise et peut-être idolâtre la jeunesse est une question extrêmement importante, d'autant plus qu'on le sait, l'espérance de vie augmente énormément, et de genrer, de regarder comment se vivent les phénomènes parallèlement chez les femmes et chez les hommes, mais ça reste chez les femmes, est je crois, une entreprise qui mérite toute notre attention. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Guylaine. Nous aurons, après sa présentation, qui, comme vous le savez, est gravée sur vidéo, qui va être disponible sur le site de l'Origan. Alors, vous tapez OREGAND, vous allez trouver le site et la vidéo dans quelques semaines, le temps qu'on puisse la mettre en ligne. Et là, vous aurez vraiment le plaisir de recommander la vidéo, le cas échéant, aux personnes qui n'auront pas pu être parmi nous. Alors, je te laisse la parole, Guylaine, et nous aurons une période de questions par la suite. Merci, Denise. Alors, est-ce que les femmes vieillissent plus vite que les hommes? Ah, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien, là? Ok. Alors, est-ce que les femmes vieillissent plus vite que les hommes? Bonne question. Quelqu'un a écrit, c'était une écrivaine, a écrit « Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je suis une vieille femme ». Qui, selon vous, a dit ça? Simone de Beauvoir. Bravo! Bravo! On est en France en 1948, donc c'est la France de l'après-guerre. Elle est née en 1908. 10 ans plus tard, elle écrit, elle croit sa fin proche, elle dit « J'ai presque 50 ans, c'est trop tard pour tricher, bientôt tout va sombrer. » Alors, de nos jours, si une femme disait ça, elle ferait vraiment figure d'original, certainement de pessimiste. Mais qu'est-ce que ça nous indique, ça? Ce que ça nous indique, c'est que le vieillissement, c'est une question en bonne partie de représentation. Comment on se représente le vieillissement? Évidemment, il y a des changements physiologiques, mais il y a beaucoup, une partie de comment on se perçoit. C'est donc ce dont je vais vous parler avant de passer à, c'est un peu mon dada, ma recherche, la médicalisation du vieillissement. Pour en revenir à Madame de Beauvoir, à 62 ans, donc en 70, après les événements de 68, la France commençait à se libéraliser. Elle prend le taureau par les cornes, elle écrit un livre qui s'appelle « La vieillesse », et dans lequel elle pousse un cri d'alarme sur l'ostracisme vis-à-vis du troisième âge. Alors c'est toujours d'actualité, Denise vient de nous parler justement de cet ostracisme à Québec. Elle écrit « Le prestige de la vieillesse a beaucoup diminué du fait que la notion d'expérience est discréditée. La société technocratique d'aujourd'hui, on est en 1970, n'estime pas qu'avec les années le savoir s'accumule, mais plutôt qu'il se périme. Hein?
Alors, on est toujours là-dedans, vous êtes d'accord? Ça n'a pas changé. Hein? Aussi, elle explique que vieillir pour une femme, ce n'est pas la même chose que pour un homme. Elle dit que l'homme vieillit continuellement, mais que pour la femme, c'est brutal. Elle dit la femme est brusquement dépouillée de sa féminité. Donc, de fait, il y a un rite de passage au vieillissement féminin, la ménopause, qui est plus visible, donc plus remarquée et plus discutée que son pendant masculin, l'andropause. Alors, Beauvoir exprime à sa manière, c'est une philosophe, la brisure en soi de l'être vieux. Elle dit, je cite, « C'est un rapport dialectique entre mon être pour autrui, tel qu'il se définit objectivement, et la conscience que je prends de moi-même à travers lui. En moi, c'est l'autre qui est âgé, c'est-à-dire celui que je suis pour les autres, et cet autre, c'est moi. » En d'autres termes, le sentiment d'être vieille, c'est le rapport entre le regard qu'autrui pose sur moi et la manière dont moi je me perçois à travers le regard de l'autre. Donc l'âgé est cet autre défini par le regard d'autrui, mais cet autre c'est moi. Alors c'est un petit peu... alors on est vraiment un peu dans le cœur du sujet, parce que ce dont on parle ici, c'est de stéréotypes. Les études montrent que les stéréotypes ambiants et qui continuent de plus belle sur les personnes âgées affectent non seulement leur concept de soi présent, tel qu'il se voit, mais aussi leur soi futur possible, en tant qu'adulte mûr. Donc, le regard de l'autre, sa parole, vont influencer la manière d'aborder la vieillesse des aînés. Alors, justement, c'est important, que dit-on sur la femme âgée? Devenir vieille est un passage obligé, accompagné de représentations diverses qui reflètent le discours social, médical du moment. Récemment, la vieillesse serait ainsi synonyme de décrépitude annoncée et de maladies diverses, une commune descente aux enfers ponctuée par une mort inévitable. C'est pas gay. Ce portrait contraste avec les valeurs véhiculées par une société axée sur la jeunesse et la performance, lesquelles sont appuyées par une industrie anti-âge avec son armada de crèmes et opérations esthétiques diverses. De fait, le corps subit des changements tout au long de la vie. Ce n'est pas juste à 65 ans qu'on change. Toutefois, ceux associés à l'âge mûr sont dévalorisés. C'est ça la différence. Pour la femme vieillissante, la situation est particulièrement ardue. Dès son plus jeune âge, la culture populaire lui a seriné qu'elle devait être belle et plaire. Tout ce qui chez elle ne rencontrait pas ces normes devenait des déficiences auxquelles il fallait pallier par des crèmes, des interventions esthétiques ou remplacements hormonaux en tout genre. Le vieillissement est donc un adversaire coriace, de plus en plus difficile à juguler avec les années. La prise de poids, les cheveux gris ou le poil sur le visage sont autant de batailles perdues qui mettent en péril l'estime de soi de la femme, surtout si elle a misé sur l'apparence physique toute sa vie et ne remet pas en question l'agisme et le sexisme ambiant. Les études, Strass, ont démontré que les femmes qui ont des rôles multiples, donc carrière, mère de famille, etc., mais pas juste sur l'apparence, sont moins préoccupées par la perte de leur fertilité et ont moins de symptômes. On peut dire aussi qu'il y a un double standard pour le vieillissement féminin. Twigg déplore que les auteurs féministes, en dépit d'un intérêt marqué pour le corps, en particulier en lien avec la reproduction féminine, ont jusqu'à tout récemment délaissé la situation de la femme âgée. Les féministes baby boomers, donc nées entre 1945 et 1965, ça c'est les boomers, entrant elles-mêmes peu à peu dans cette tranche d'âge, mais se sentant encore jeunes, pourraient ne pas vouloir y être confrontées, même sur le plan théorique. Et c'est un peu ce qui arrive. La femme âgée est donc invisible, non seulement aux yeux des regards masculins comme être sexuel, on se fait moins regarder, mais également aux yeux des féministes comme sujet d'étude.
Pourtant, selon les auteurs, l'âge est un des pôles organisateurs dans l'attribution du pouvoir et l'accès aux ressources. Il souligne donc l'importance de faire une analyse fine de la condition de la femme à cette étape de la vie et s'attarder au contexte historique et culturel du vieillissement au féminin. Donc si on se tourne un peu vers la culture, l'anthropologue Margaret Lock, je pense que c'est à l'université McGill, évoque le sexisme qui sous-tend le vieillissement selon le sexe. Les incapacités masculines, ralentissement de la spermatogénèse, impuissance, augmentent avec l'âge, mais ne sont pas vraiment soulignées. Alors que pour la femme, la ménopause, phénomène naturel en soi, mais dont on fait grand cas des symptômes, est souvent présentée comme une déficience hormonale à laquelle il faut remédier par des hormones de remplacement, afin d'encadrer les symptômes et éviter diverses maladies connexes comme l'ostéoporose. Ça, on l'entend beaucoup. D'accord. Pourtant, au Japon, Margaret Lock est allée souvent au Japon, la ménopause est quasiment passée sous silence. Les japonaises qui présentent moins de symptômes que les occidentales, elles mangent plus de soya, d'accord, mais notons qu'elles sont plus valorisées dans leur rôle social arrivé à l'âge de la cinquantaine. Elles acquièrent un statut. Locke déplore d'autant plus que l'occidentale vieillissante soit doublement désavantagée face aux hommes d'âge comparable, mais dont le vieillissement est nettement moins stigmatisé que le sien, et ensuite face à un groupe de femmes valorisées, parce que plus jeunes et donc en âge de se reproduire. À ces premiers écueils, c'est pas fini, à ces premiers écueils se greffent de probables difficultés économiques, puisqu'il existe encore de grandes disparités entre les sexes, peu importe l'âge, au niveau économique, tant sur le plan du revenu que de l'accessibilité à des plans de retraite privés. Traditionnellement, alors les choses changent avec les nouvelles générations, mais traditionnellement, la femme ne travaillait pas ou seulement de façon accessoire à l'extérieur pour arrondir les fins de mois, son rôle étant de prendre soin de la famille. Cette génération de femmes se trouve maintenant pénalisée par un système de pension qui favorise les travailleurs rémunérés sur le marché du travail. Par ailleurs, il y a le maintien à domicile des aînés prôné par les gouvernements et intéressant en soi, mais avec ses propres déficiences structurelles. C'est la famille qui s'occupe beaucoup des aînés. Et quand on dit la famille, c'est les femmes. Donc d'autres femmes, souvent âgées elles-mêmes, le font bénévolement ou bien se mettent au service de leur ascendant dépendant, parents, beaux-parents, etc. Avec ce que cela entraîne de rupture de carrière, de perte de qualification et de fonds de pension diminués, en particulier pour celles qui avaient un emploi. Donc, les difficultés du vieillir au féminin se conjuguent au pluriel, aux attentes envers la femme qui prend soin, la mère, l'épouse soignante, et la possible précarité sociale, s'ajoute le contraste entre un idéal de soi, basé sur les valeurs culturelles dominantes de jeunesse et de performance, et un corps perçu comme étant de plus en plus problématique. Cela risque d'affecter le moral et créer du stress chez la femme, qui doit donc faire une longue série d'ajustements. Et une de ces conséquences serait justement d'endosser des rôles d'objet, de victime ou de malade. Donc au stigma du corps vieillissant s'ajoutent donc des contraintes de rôle pouvant mener à un mal de vivre, exprimé par divers symptômes comme l'anxiété ou la dépression. Il semblerait que la démoralisation augmente avec l'âge. Alors on regarde quelques statistiques, pas trop longtemps, je vous rassure, mais c'est important. L'enquête québécoise sur la santé de la population 2008 indique que 17% des aînés âgés de 65 à 74 ans, le troisième âge, éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique. Les pourcentages augmentent à 21% pour les 75 ans et plus, quatrième âge. Les femmes, et ça c'est constant à travers les décennies, à travers les études, les femmes rapportent un niveau de détresse plus marqué que les hommes d'âge comparable, 22% versus 15%. Donc, on peut imaginer que le potentiel mal de vivre au féminin, à cette étape de la vie, prenne facilement la forme de symptômes physiques de dépression, d'anxiété ou d'insomnie. Plus facile de dire « je dors mal » ou « je suis anxieuse », plutôt de dire « je me sens seule et j'aimerais que mes enfants viennent plus souvent me voir ou m'appellent ».
Donc, le contexte de vie est souvent occulté au profit des symptômes qui relèvent plus directement du médicament. Alors là, je suis rendue à la médicalisation du vieillissement. La médicalisation en soi est un construit social, avec le médicament comme fer de lance. Et c'est un processus selon lequel des problèmes jusque-là non médicaux seraient définis et maintenant traités comme tels. Donc, de plus, la médicalisation de la vie, au départ purement médicale, donc avec les médecins, est devenue une vaste entreprise commerciale pour les acteurs principaux, les biotechnologiques, les compagnies pharmaceutiques et leurs actionnaires. Je vous signale que l'industrie pharmaceutique est le groupe industriel le plus puissant après les banques et les pétrolières. La médicamentation des symptômes féminins reliés à l'anxiété s'est déployée vers les années 60 avec l'arrivée sur le marché des benzodiazépines, on dit les anxiolytiques, commencé avec le Valium, pour combattre l'anxiété et l'insomnie. Alors que les compagnies pharmaceutiques entreprennent de vastes campagnes publicitaires, certaines fois se font entendre. On est dans les années 70. Le médicament est pointé du doigt comme étant l'opium des masses, entre guillemets. Un moyen de contrôle social, surtout en ce qui a trait au tracas féminin. Par ailleurs, les durées de consommation, particulièrement chez les femmes âgées, dépassent largement les normes recommandées. Donc, la médicalisation du vieillir au féminin est l'aboutissement d'une tendance à médicaliser les différents stades de la vie des femmes. Ce n'est pas juste à 65 ans que ça commence. C'est à la puberté, la maternité, la périnatalité, la contraception, la fécondité et la ménopause. On est médicalisé. En ce qui concerne l'étape de vie qui nous concerne, on s'interroge à savoir ce qui, dans le rôle féminin, rend la prescription et la consommation de psychotropes particulièrement présentes. Elle est particulièrement marquée chez les femmes âgées qui consomment dans une proportion de 23%, ce qui est 2 fois plus élevé que chez les hommes, 14% selon les données de la RAMQ 2001. Dans les années 70, les participants d'une étude menée par Coppestock sur l'utilisation de psychotropes disaient utiliser le médicament pour atténuer les malaises en lien avec des conflits de rôle, d'épouses, de mères, de travailleuses. Les répondants masculins rapportaient plutôt les utiliser pour faire face au stress au travail, donc d'être plus performants. Ma propre étude, menée vers la moitié des années 2000, fait le même constat, dans cette différence. Maintenant, si on examine la situation sur un angle plus macro, l'une des sources d'influence auprès des médecins est sans contexte les compagnies pharmaceutiques qui, depuis des décennies, envoient des messages publicitaires empreints d'une vue traditionnelle du vieillissement dans les revues destinées aux professionnels de la santé. Plus récemment, les compagnies pharmaceutiques ont utilisé la télévision pour transmettre leurs messages. Shanani s'est intéressé à ce récent type de publicité via les annonces s'adressant directement aux téléspectateurs qui, devenus consommateurs avertis, mettra de la pression auprès du médecin pour se faire prescrire tel et tel médicament, souvent nouveau sur le marché, plus onéreux, soit dit en passant. Les femmes seraient les premières cibles de cette publicité qui serait encore une fois fortement stéréotypée. Le message serait dispensé de façon la plus crédible possible, comme par exemple un professionnel en blouse blanche, présentant le médicament comme étant une façon de reprendre le contrôle sur la vie familiale et professionnelle. Un problème comme l'anxiété, par exemple, serait ainsi individualisé plutôt que de mis en perspective selon le contexte social. Shanani considère que ces messages maintiennent les femmes dans des rôles sexuels contraignants tout en présentant une fausse image de libération et d'empowerment. Metz, dans un essai décapant sur la publicité pour les médicaments psychotropes dans les années 64-2001, va plus loin en argumentant que l'anxiété de la patiente présentant sa plainte au médecin trouve l'écho dans l'anxiété du médecin, lui-même porteur de normes et des valeurs traditionnelles sur la famille préconisées par la société. En d'autres termes, le médecin, en prescrivant ces médicaments, contribuerait à maintenir les femmes dans des rôles très traditionnels plutôt que d'y déroger. Alors, avec le temps qu'il me reste, j'aimerais un peu vous faire part d'une étude que j'ai faite. C'était une étude plus large. J'avais des consommateurs de benzodiazépines, des médecins, des pharmaciens, des hommes, des femmes, mais je vais m'attacher au volet les femmes.
Donc on voulait étudier la consommation à long terme de benzodiazépines par des femmes âgées de 50 ans et plus, à l'aide d'une étude qualitative, donc avec des entrevues en profondeur. Les participantes ont été recrutées, il y a des affiches disposées dans des pharmacies, des cliniques médicales, des centres communautaires et autres lieux publics fréquentés par des personnes susceptibles de répondre à nos critères d'échantillonnage et grâce à des communiqués dans les médias dans la région de l'Outaouais. Donc les répondantes devaient avoir 50 ans et plus, donc il y a des boomers, avoir consommé depuis plus de 4 mois, c'est-à-dire une consommation considérée comme chronique et problématique. Officiellement, médicalement, des benzodiazépines ne devraient pas être prescrits plus que 4 semaines, 3 mois au maximum. C'est écrit noir sur blanc, les articles médicaux. Et ne pas être bénéficiaire de soins à domicile, ne pas avoir été récemment hospitalisé pour des problèmes psychiatriques et pas avoir subi de crise majeure dans les derniers 3 mois. Donc c'est Madame Tout-le-Monde, vieillissement normal. Okay? Au total, 14 entrevues avec des femmes ont été menées. L'âge moyen des consommatrices était 65 ans, variant de 55 à 79 ans. La durée de consommation moyenne était de 16 ans, variant de 4 à 36 ans. Ça, c'est typique, c'est ça, c'est la réalité. Enfin, environ la moitié d'entre elles étaient retraitées. Je vais vous donner ici un aperçu de certains des témoignages. Pour Nathalie, évidemment, les noms sont fictifs. Nathalie a eu 4 enfants, aux naissances très rapprochées. Donc le rôle de mère contribue au déclenchement de la consommation à cause de ses nuits très perturbées. Elle raconte que son mari fermier dormait trop profondément pour l'aider avec les enfants durant la nuit. Elle dit, parce qu'avec mon mari, on était sur une ferme, il travaillait très fort, puis lui, il dormait bien dur, tu sais, fait que quand le bébé pleure, tu sais, j'avais le temps de me réveiller avant qu'il bouge, fait que j'y allais. C'était pénible, parce que quand on a 4, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Je me levais plusieurs fois par nuit. Elle a perdu le sommeil avec ça. La difficulté de vieillir au féminin est une des trames de fond du discours de nos répondants. Elle explique qu'avec l'âge, elles éprouvent plus de difficultés à dormir, moins de résistance au stress, et considèrent donc que vieillir est une épreuve additionnelle pour elles, portant ainsi un regard négatif sur leur vieillissement, autoagisme. Plusieurs se fient aux médicaments et estiment que c'est dans l'ordre des choses que la dépendance augmente avec l'âge. Ainsi, la consommation à long terme de benzodiazépines est normalisée, j'insiste sur le mot normalisée, dans un contexte où le vieillissement devient synonyme de perte, de solitude et de décrépitude. Comme l'exprime Iseux. Puis en étant plus jeune, je pouvais me divertir, sortir, mais là, rendu à cet âge, on se fie au pilules. C'est bien de valeur, mais c'est le même. Plusieurs expliquent que puisqu'elles vont se détériorer de toute façon, qu'il ne leur reste pas très longtemps à vivre et que la vieillesse étant si pénible, le médicament est donc un moindre mal. Le vieillissement fait peur, le médicament permet de gérer cette peur. Et on entend ça de façon répétitive. Comme l'exprime Anne. J'aime autant finir le reste de ma vie à être de bonne humeur, être en forme avec des médicaments, que le peu de temps qui me reste être toujours de mauvaise humeur, pas être bien. Si ça prend juste ça, je ne suis pas contre. Fréquemment, la consommation est ainsi maintenue par une attitude teintée d'auto-agisme pour justifier la dépendance. Par contre, certaines évoquèrent la possibilité que le médicament soit une mesure de contrôle social. Une participante, Solange, s'inquiète qu'on lui donne des médicaments à cause de son âge. Elle dit « J'ai peur justement de vieillir, puis que le monde me donne des calmants pour que je reste dans mon coin. » Vous avez peur de ça? Oui, de plus en plus. Que la vie est dure pour les vieux. En conclusion, ces résultats, et ce que je vous transmets là, c'est vraiment typique. C'est ça qu'on entend dans les entreprises. Conclusion, pour conclure. Ces résultats sur la consommation chronique des benzodiazépines par les femmes âgées démontrent qu'il s'agit non seulement d'un problème de santé publique, mais également d'un phénomène social. Vieillir au féminin est spécifique à chaque culture et évolue au fil des générations. Le médical et le social y sont étroitement entremêlés. Donc, notre étude démontre l'importance de sensibiliser non seulement les consommatrices, mais également les médecins et autres professionnels de la santé aux enjeux qui sous-tendent une médicalisation de la vieillesse au féminin.
Les solutions ne se limitent pas à ces acteurs, mais également à l'environnement socio-culturel dans lequel ils baignent. Ils reflètent ce qu'ils entendent. Une société encore aux prises avec des attitudes empreintes d'agisme et de sexisme envers ses aînés, surtout du sexe féminin, ne peut offrir qu'une fin de vie parsemée d'embûches à ces dernières. Il est donc important et nécessaire de changer le discours sur la vieillesse et de redonner à nos personnes aînées le statut et le respect auquel elles ont pleinement droit. Nous ne pouvons qu'en bénéficier en tant que collectivité. Merci.